Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la série sur Python. Aujourd'hui, on va parler des modules et des paquets, et on va en profiter également pour faire un tour de la librairie standard, pour s'attarder sur quelques modules intéressants qu'on va pouvoir utiliser par la suite dans la pratique. Alors on va commencer par les modules. En Python, il est tout à fait possible d'importer des modules, notamment des modules de la librairie standard. Alors on a déjà vu quelques exemples dans les vidéos précédentes, mais la syntaxe, c'est toujours la même. On utilise le mot-clé import et ensuite le nom du module que l'on souhaite importer. Alors ici, on va importer le module math, qui est un module de la librairie standard et qui permet d'effectuer tout un tas d'opérations sur les nombres. Alors on va créer tout de suite un nombre et ensuite, on va pouvoir utiliser des fonctions qui proviennent du module math. On a par exemple une fonction pour plafonner. C'est une fonction du module math qui va permettre d'arrondir au nombre du dessus. On exécute le script et on obtient bien 21. On a également la fonction opposée qui va permettre d'arrondir au nombre du dessous. Et donc si on exécute le script, on obtient 20. On pourrait par exemple également utiliser une fonction pour obtenir la racine carrée de notre nombre. Et donc on va avoir accès comme ça à tout un tas de fonctions qui proviennent du module math pour effectuer des opérations sur les nombres. Alors notez qu'on peut également utiliser une autre syntaxe, on n'est pas obligé d'importer tout le module, on va pouvoir importer certaines fonctions à partir du module. Par exemple, on peut importer les trois fonctions qu'on a utilisées, la fonction pour plafonner, la fonction pour le plancher et la fonction pour la racine carrée. Et donc dans ce cas, on va avoir accès à l'intérieur de notre script aux fonctions directement, sans avoir besoin de faire référence à chaque fois au module math. On exécute le script et ça fonctionne exactement de la même manière. Alors notez au passage qu'il est possible de créer ses propres modules. Pour ça, il suffit de créer un nouveau fichier. On va créer un module à nouveau pour des fonctions mathématiques. Et ici, on va créer nos propres fonctions mathématiques. On va définir une fonction qui va permettre d'obtenir le double d'un nombre. Et donc ici, on va prendre le nombre et on va le multiplier par 2. Comme ça, on a créé un module et on peut importer ce module dans notre fichier principal. Alors on pourrait importer le module tout entier, ou bien on pourrait importer juste la fonction qui nous intéresse. Pour ça, on reprend l'autre syntaxe. À partir de notre module, on va venir importer la fonction double. Et ensuite, dans notre script principal, on peut utiliser la fonction pour doubler. Alors notez également que pour les modules, on peut donner des alias au niveau des fonctions que l'on va importer. Par exemple, imaginez qu'on ait différents modules pour lesquels on a à l'intérieur des fonctions qui vont avoir le même nom. Alors ça peut être problématique, mais pour ça on peut utiliser un alias, et ici on pourrait renommer notre fonction en spécifiant bien qu'elle provient de notre module custom math. Et donc maintenant, il faut utiliser ce nouveau nom pour appeler la fonction.
Ensuite, on va parler des paquets. Les paquets, ce sont simplement des collections de plusieurs modules. Par exemple, dans la librairie standard, on a un paquet qui s'appelle Werkzeug et qui va contenir différents modules. Ici, on a la liste de tous les modules. Alors, on pourrait choisir par exemple Security. Et depuis le module Security, on va pouvoir importer, comme précédemment, des fonctions. Ici, on a une fonction qui permet de générer un hash pour un mot de passe. Alors, on va venir hasher notre mot de passe. Et on va stocker le résultat dans une variable. Et on va simplement afficher notre mot de passe haché. Exactement comme pour les modules, il va être possible de créer ses propres paquets. Alors pour ça, on crée un dossier. Ici, on va venir créer un paquet pour rassembler différents modules mathématiques. Pour que Python comprenne bien qu'il s'agit d'un paquet, il faut créer un fichier à la racine du répertoire avec le nom suivant, 2-, ensuite init, et à nouveau 2-. Et grâce à ce fichier, Python va comprendre que ce dossier est un paquet. À l'intérieur du paquet, on va pouvoir rajouter des modules. On va créer un premier module pour des fonctions algébriques. On va avoir une fonction add pour ajouter deux nombres. Et on va avoir une deuxième fonction pour soustraire deux nombres. Et toujours à l'intérieur de notre paquet, on va pouvoir créer, par exemple, un autre module pour cette fois-ci des fonctions géométriques. On va avoir à l'intérieur de ce module une première fonction qui permet de calculer la surface d'un carré. Et on va avoir une deuxième fonction qui permet de calculer la surface d'un rectangle. Et ensuite, si on revient dans notre fichier principal, exactement comme on l'a fait pour le paquet Werkzeug, on va pouvoir importer des fonctions de notre paquet mathématique. On pourrait choisir le module avec les fonctions algébriques, et ici on va venir importer la fonction add. Et on peut faire la même chose avec le deuxième module du paquet, et on va importer la fonction pour la surface du carré. On va tester pour voir si tout fonctionne correctement. Et ça fonctionne. On obtient bien les résultats attendus de nos fonctions qui proviennent de notre paquet. Lorsque l'on va travailler avec les modules et les paquets, on va avoir accès à une variable un peu spéciale. C'est la variable name. Alors on va aller voir à quoi ça correspond. On va se rendre dans le module custom math et ici, on va afficher une phrase et on va aller regarder ce qu'il y a dans la variable name. Ensuite, on va revenir dans le fichier principal et on se rappelle que dans le fichier principal, on a bien importé notre module custom math. Et donc, que se passe-t-il si on exécute notre fichier principal main.py? On remarque que tout en haut du terminal, on a la phrase qui est affichée et qui provient du module
custom mat. Et au niveau de la valeur de name, on obtient le nom du module. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que dès qu'on va importer un module dans un autre fichier, il va s'exécuter. Et donc le contenu du module va s'exécuter, et ce que l'on va récupérer au niveau de la valeur de la variable name, ça sera systématiquement le nom du module. Alors par contre, que se passe-t-il si on vient exécuter directement le module custom mat? Eh bien dans ce cas, on voit que la valeur de name équivaut à main. Donc lorsque le script du module est exécuté directement, la valeur de la variable name vaudra toujours main. Alors sachant cela, on comprend pourquoi dans certains codes, on voit ce genre de condition où on vient vérifier que la valeur de name équivaut à main. Si c'est le cas, ça veut dire qu'on exécute le module directement et que le module n'est pas importé dans un autre fichier. Ici, on va mettre une phrase. Le module est exécuté directement. Alors on peut vérifier à nouveau. Si on essaye d'exécuter notre fichier principal main.py, on a juste la première phrase qui est affichée, puisqu'on vient importer ce module dans le fichier principal. Et donc la condition ici est fausse. La valeur de la variable name vaut custom mat dans le fichier main. Par contre, si on exécute directement le module, cette fois-ci, la condition est vérifiée et on a bien notre deuxième message. Alors maintenant qu'on a vu à quoi correspondaient les modules et les paquets, on va pouvoir s'attarder sur certains modules de la librairie standard. Autrement dit, des modules qui sont directement inclus avec Python pour voir comment ils fonctionnent. Alors on va revenir dans le fichier principal. On avait déjà vu un peu comment fonctionnait le module math, qui fait aussi partie de la librairie standard. Et maintenant, on va aller regarder le module random. C'est un module qui est particulièrement intéressant dans la mesure où il permet de générer des nombres de manière pseudo-aléatoire. Avec le module random, on a notamment accès à une fonction random qui va permettre de générer un nombre aléatoire entre 0 et 1. On exécute le script et on obtient bien un nombre entre 0 et 1. Et ce nombre, il a été généré de manière aléatoire. Autrement dit, à chaque fois qu'on exécute le script, on obtient un nombre différent. Dans le même esprit, on va également avoir la fonction uniform. Et ici, on va pouvoir spécifier deux arguments. Cette fonction, elle va à nouveau générer un nombre de manière aléatoire, toujours un nombre à virgule, sauf que cette fois-ci, le nombre sera compris entre les deux valeurs qu'on a spécifiées en argument. Dans notre exemple, à chaque fois, on obtient un nombre entre 1 et 10. Et toujours dans la même lignée, on a également la fonction randInt qui va faire presque la même chose que la fonction précédente, sauf que cette fois-ci, elle va générer un nombre rond. Dans notre exemple, à chaque fois, on obtient un nombre aléatoire compris entre 1 et 10, sauf que cette fois-ci, c'est un nombre rond. Avec le module random, on va être également en mesure de manipuler des listes. Alors je viens coller ici une liste avec des chaînes de caractères à l'intérieur, des prénoms, et on pourrait par exemple utiliser la fonction choice, et ici on peut passer notre liste.
Ce qu'elle va faire, la fonction choice, c'est qu'elle va choisir au hasard un élément parmi les éléments de notre liste. À chaque fois qu'on exécute le script, on obtient un prénom différent qui a été choisi au hasard parmi les prénoms de la liste. On a également la fonction choices qui va faire presque la même chose que la fonction précédente, sauf que ici, on va pouvoir spécifier le nombre de tirages. Alors on passe à nouveau notre liste et on a un deuxième paramètre, K, et ici on va pouvoir spécifier le nombre de tirages. On exécute le script et on obtient comme résultat une liste avec 10 éléments à l'intérieur, donc 10 tirages, et pour chaque tirage, la fonction est venue choisir au hasard un prénom à l'intérieur de la liste. Alors notez également qu'avec cette fonction choices, on peut rajouter des pondérations pour les probabilités. Alors on va mettre des poids différents pour chaque élément de la liste et on va mettre un poids beaucoup plus important sur le dernier élément. Et donc normalement, on devra avoir une probabilité beaucoup plus importante de tomber sur le dernier élément. Donc on devrait tomber plus souvent sur le prénom Chloé. On exécute le script et c'est bien ce qui se passe. On a beaucoup plus de tirages avec le prénom Chloé, puisque on a mis une probabilité plus importante au niveau des poids. Alors on va montrer un dernier exemple avec le module random pour simuler la pioche de 5 cartes dans un jeu de cartes. Alors on va créer un jeu de cartes. On va utiliser le constructeur range pour créer une rangée de nombres. On va récupérer comme ça 52 cartes. On va mettre les cartes dans une liste. On vient caster la rangée de nombres dans une liste. Alors on pourrait déjà afficher la liste des cartes. On exécute le script et on a bien notre liste de cartes qui va de 1 jusqu'à 52. Et avec le module random, on va pouvoir mélanger nos cartes. Pour ça, on a une fonction shuffle et ici, en argument, on vient passer notre jeu de cartes. Si on affiche à nouveau le jeu de cartes après utilisation de la fonction shuffle, on a bien notre jeu de cartes qui a été mélangé. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à piocher 5 cartes pour récupérer une main. Pour ça, on peut utiliser la fonction sample qui va nous récupérer un échantillon à partir du jeu de cartes. Et ici, on va spécifier qu'on souhaite piocher 5 cartes. Et donc on récupère bien 5 cartes au hasard qui ont été piochées à partir de notre jeu de cartes qui a été au préalable mélangé. Dans le même registre, pour générer toujours des éléments de manière aléatoire, on peut utiliser le module UUID. C'est un module qui va permettre de créer des identifiants uniques. On va venir utiliser la version 4 et ça va nous générer comme ça un identifiant unique que l'on pourrait assigner par exemple à un utilisateur ou à un commentaire ou à un article, etc. Ça peut être utile
lorsque notamment on fait du développement web, si on a besoin d'assigner des identifiants à des données. Alors toujours dans une optique de développement web, on peut utiliser le module HTML qui va permettre d'échapper des caractères HTML. Imaginez qu'on ait du HTML malveillant avec par exemple un script malveillant à l'intérieur. On pourrait échapper les caractères HTML avec la fonction escape et on vient passer notre HTML. Voilà, on peut utiliser le texte sans aucun problème puisqu'on a échappé les caractères HTML. Le script ne va pas s'exécuter. Dans la même idée, on peut également manipuler du XML. Alors si vous ne connaissez pas le XML, c'est un langage de balises qui ressemble beaucoup au HTML et qui permet de transporter des données. Alors je vais venir coller dans le dossier justement un fichier XML. Donc vous voyez qu'on retrouve des balises et une arborescence semblable au HTML. Ici on a une balise principale data et à l'intérieur on a des balises user et pour chaque utilisateur on a des informations concernant l'utilisateur. Alors on va pouvoir manipuler ces données en utilisant un paquet. On va aller chercher un premier module et ensuite un sous-module element tree. Alors on va lui donner un alias puisque le nom du module est un peu long. Et on va venir lire les données à partir de notre fichier XML. Python va interpréter le XML et ensuite on va pouvoir remonter à la balise principale, la racine, autrement dit la balise data. Et à l'intérieur de la balise data, on a nos balises user. On peut partir de la racine et trouver toutes les balises user. Ça va nous retourner un itérable. Et donc on va pouvoir boucler dessus. Et pour chaque utilisateur, on pourrait récupérer la balise name et aller chercher le texte qui se trouve à l'intérieur. Et dans la boucle, on va venir afficher le nom de nos différents utilisateurs. À la place du XML, on peut également manipuler du JSON. Le JSON va faire à peu près la même chose que le XML. C'est un langage qui permet de transporter des données, sauf que le JSON aujourd'hui est beaucoup plus utilisé que le XML dans la mesure où il est assez proche des objets JavaScript. D'ailleurs, JSON, ça veut dire JavaScript Object Notation. Ici, on a un objet JSON dans une chaîne de caractères et ça ressemble beaucoup aux objets qu'on a en JavaScript. Et comme les navigateurs utilisent JavaScript, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans les API, on utilise principalement du JSON. En tout cas, avec le module JSON de Python, on va pouvoir interpréter les données JSON. On peut utiliser la fonction loads, et ici on va passer
la chaîne de caractères qui contient l'objet au format JSON. Et comme ça, on récupère un dictionnaire en Python. Alors, comme on a affaire à un dictionnaire, on pourrait modifier les données. Si on reprend notre objet JSON, on voit que les données sont dans une clé user. Alors, on va venir boucler sur les utilisateurs et on va supprimer, par exemple, la clé qui correspond au téléphone. À ce stade, normalement, on a modifié notre dictionnaire. Et maintenant, ce que l'on pourrait faire, c'est l'opération inverse à l'opération loads, c'est-à-dire transformer notre dictionnaire qui a été modifié en un objet JSON. Alors pour ça, on peut utiliser la méthode dumps. Ici, on vient passer notre dictionnaire qui a été modifié. On a supprimé les téléphones. On peut également renseigner un niveau d'indentation. Et on peut également ordonner les clés de manière alphabétique. Et donc on va obtenir un objet JSON dans une chaîne de caractères et on peut afficher la chaîne de caractères dans le terminal. Et on a bien notre objet JSON. Cette fois-ci, il n'y a plus de téléphone. On a une indentation pour lire les choses et les clés ont été ordonnées par ordre alphabétique. Toujours dans une optique de développement web, on peut utiliser le paquet URL lib. On a un module request et on va venir importer une fonction URL open qui va nous permettre d'ouvrir des URL. Alors je vais venir coller une URL et si on ouvre cette URL avec le navigateur, on voit qu'en réponse on obtient des posts, un ensemble de plusieurs articles au format JSON. Et on va pouvoir effectuer cette même requête depuis notre script en utilisant URL open. Ici, on vient passer notre URL et on va récupérer la réponse. Ensuite, on va pouvoir lire la réponse et on devrait récupérer comme ça les données au format JSON. Alors, comme on a affaire à du JSON, on peut, comme précédemment, utiliser la fonction load. Et comme ça, on va convertir les données JSON en une liste. Ensuite, on va afficher la liste et on va également fermer la réponse. On exécute le script et on obtient bien notre liste de postes. Alors le problème, c'est que si on en venait à effectuer des requêtes plus complexes, par exemple avec des headers ou avec une session et une gestion des cookies, très rapidement, avec le paquet URL lib, on serait limité et ça deviendrait vite fastidieux. Et c'est là qu'interviennent les modules externes. En Python, on n'est pas obligé de se limiter à la librairie standard, on peut ajouter d'autres modules, des modules externes. De fait, tout un chacun peut créer un module et le partager. Et ensuite, les autres développeurs peuvent installer ce module qui a été partagé pour pouvoir l'utiliser. Alors, pour voir la liste de tous les modules externes, on peut se rendre sur ce site, pypi.org, et ici, on va pouvoir rechercher des modules externes
On a par exemple le module requests, qui est un module très populaire pour effectuer des requêtes. Ce module, il est basé sur la librairie standard de Python, mais il va être beaucoup plus efficace et il va permettre d'effectuer des requêtes beaucoup plus complexes de manière plus facile. Ici, on a la commande pour installer le module externe. Alors, si on revient dans VS Code, on peut utiliser le gestionnaire de paquets de Python, ensuite install, et ensuite on met le nom du module que l'on souhaite installer. Le problème, c'est que si on fait ça, le module request va venir s'installer au niveau de l'instance globale du Python qui est installé sur notre machine. C'est pas forcément une bonne pratique, surtout si, au fur et à mesure, on vient installer beaucoup de modules externes. Ça peut rapidement encombrer le dossier où se trouve notre instance de Python. Généralement, ce que l'on va faire, c'est que on va venir créer des environnements virtuels, c'est-à-dire des instances isolées de Python pour chaque projet. Et à partir de ces instances isolées de Python, on va installer seulement les librairies spécifiques pour le projet qu'on est en train de développer. C'est le principe des environnements virtuels. Alors pour créer un environnement virtuel, on va venir exécuter Python, on va rajouter l'option M pour module qui permet d'exécuter un module en tant que script, et on va venir utiliser le module venv pour Virtual Environment, et ensuite on va venir donner un nom à notre environnement virtuel. On va l'appeler virtual, et on voit tout de suite que à la racine de notre projet, on a un nouveau dossier qui est en train de se créer, le dossier virtual, et à l'intérieur de ce dossier, on va avoir une instance isolée de Python. Et donc, on va pouvoir utiliser cet environnement virtuel pour installer les dépendances spécifiques à notre projet. Alors, pour activer l'environnement virtuel, on a un script. On va venir se rendre dans le dossier virtual. On va aller dans le dossier scripts et on va venir activer notre environnement virtuel avec le script activate. Et maintenant, on est bien dans notre environnement virtuel, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on va exécuter le Python qui se trouve dans notre environnement isolé et non plus le Python global. On le voit puisque, avant le chemin, entre parenthèses, on a le nom de notre environnement virtuel. Maintenant, on peut revenir à la racine de notre projet et on va pouvoir installer le module externe requests. Et vous voyez tout de suite que dans le sous-dossier lib de notre environnement virtuel, on a les modules et les dépendances relatives à request qui ont été installés. Et donc maintenant, on peut utiliser sans aucun problème le module externe requests. On vient importer le module. On a accès à une fonction get. Ici, on passe l'URL. Et on va pouvoir convertir la réponse en utilisant la fonction JSON. Et à nouveau, on devrait récupérer une liste. On exécute le script et on obtient une erreur. Et c'est tout à fait normal puisque on utilise maintenant notre environnement isolé. Et dans cet environnement virtuel,
on a simplement le minimum pour que Python puisse fonctionner. Autrement dit, on n'a pas tous les modules de la librairie standard. Ici, on a juste le minimum pour que Python puisse fonctionner, et en plus, on a rajouté le module request que l'on a installé. Or, dans notre script, on avait utilisé le module Werkzeug, et donc, si on veut l'utiliser également dans notre environnement virtuel, il va falloir l'installer. Et on voit que Werkzeug a bien été rajouté dans notre environnement virtuel. Maintenant, lorsque on va exécuter Python à partir de notre environnement virtuel, donc cette instance isolée de Python, ça va à nouveau fonctionner. Alors maintenant, pour continuer dans cette vidéo, on va voir deux derniers modules de la librairie standard qui sont plutôt pratiques. En particulier, on pourrait utiliser le module logging qui, comme son nom l'indique, va permettre d'effectuer des logs. Alors on va créer un logger. Pour ça, on utilise la fonction getLogger, et ici, on peut donner un nom à notre logger. Ensuite, on va venir définir le niveau minimum de gravité pour notre journal de log. On a accès à différents niveaux de gravité, critique, debug, erreur, fatale, etc. Alors nous, on va dire que au minimum, nos logs s'afficheront à partir du niveau de gravité debug. Et ensuite, on va pouvoir créer différents handlers pour afficher les logs. Alors on pourrait avoir un premier handler pour afficher les logs dans la console. Pour ça, on utilise streamHandler. Ensuite, on va avoir besoin d'un formateur qui va nous permettre de formater correctement les logs. Alors pour ce premier handler, on va d'abord mettre le niveau de gravité et ensuite on va mettre le message associé. Ensuite, il faut reprendre le handler et définir le formateur, et on va passer le formateur que l'on a créé juste au-dessus. Et pour que tout fonctionne, on a besoin d'une dernière étape, il faut ajouter le handler à notre logger. Et donc ici, on va venir passer notre handler. Alors pour l'illustration, on va venir créer une fonction divide. On va passer deux paramètres. Et ici, on va venir effectuer la division. On va retourner le résultat. Ensuite, on va venir créer deux variables. On va venir exécuter notre fonction et on va passer les deux variables. Et maintenant, on va pouvoir utiliser notre logger. On pourrait, par exemple, loguer un message avec un niveau de gravité fixé à debug. On peut utiliser ce niveau de gravité puisque c'est le niveau minimum de gravité que on a fixé pour notre logger. Et au niveau du message, on va reprendre la division et le résultat. On exécute le script et on obtient bien notre log qui s'affiche dans la console. On a le niveau de gravité et ensuite le message. Et on pourrait utiliser différents niveaux de gravité
qui sont au-dessus de debug. On a par exemple info ou bien warning. On exécute à nouveau le script et on a d'autres logs qui s'affichent dans la console avec les niveaux de gravité. Alors ce qui pourrait être intéressant de faire, ce serait de créer un autre handler qui cette fois-ci va afficher les logs dans un fichier. Cette fois-ci, on va utiliser file handler et ici, il faut préciser le nom de notre fichier de log. Comme précédemment, on va avoir un formateur spécifique pour ce handler. Et ici, au niveau du format, on va rajouter par exemple la date. Alors, comme précédemment, il faut rajouter le formateur au handler et comme précédemment, il va falloir rajouter le handler dans le logger. Alors ensuite, ce que l'on pourrait faire également pour ce deuxième handler, c'est lui définir un niveau de gravité différent. Pour ça, on prend notre handler et on peut choisir un niveau de gravité différent pour ce handler. On va afficher les logs dans le fichier seulement à partir du niveau erreur. Alors pour illustrer tout ça, il va falloir générer une erreur. Ici, si on divise par 0, lorsque on exécute le script, on obtient bien une erreur. Alors ce que l'on pourrait faire ici, c'est récupérer l'erreur. En Python, on va pouvoir gérer les erreurs en utilisant des blocs try, except. On va d'abord essayer de faire la division. Et si la division n'est pas possible, on va pouvoir récupérer l'erreur avec un bloc except. Alors ici, on voit dans la console qu'il s'agit d'une erreur de division par 0. Et donc on peut récupérer l'erreur comme ceci. Et si on ne parvient pas à faire la division, eh bien, on va venir loguer avec un niveau de gravité fixé à erreur. Et au niveau du message, on va venir mettre tentative de division par 0. Et autrement, on va venir retourner le résultat. On exécute à nouveau le script. Et cette fois-ci, on a dans la console un nouveau log avec un niveau de gravité fixé à erreur. C'est normal, notre division a échoué, donc on est tombé dans le bloc except et on est venu loguer l'erreur. Et maintenant, comme on a un deuxième handler, on a également un fichier exemple.log qui a été créé. Et ici, on retrouve notre log. Alors, on n'a pas les autres logs dans ce fichier puisque on a fixé le niveau de gravité pour ce deuxième handler à erreur. Et on remarque également qu'on a un formatage différent puisque ici, on a la date qui s'affiche. Voilà comment on peut gérer les logs de différentes manières avec les handlers. C'est plutôt pratique et on peut faire beaucoup de choses avec ce module logging. Pour terminer cette vidéo, on va voir un dernier module, argparse, qui va permettre d'exécuter un script en lui passant des arguments. Alors pour l'exemple, on va créer une dernière fonction pour calculer une surface.
on va avoir deux paramètres, la forme et les dimensions. Et au niveau des arguments que l'on va passer dans cette fonction, on va les récupérer à l'exécution du script avec argparse. Ici, on va commencer par créer une variable et ensuite on va avoir des conditions. On va aller regarder si la forme est un rectangle et dans ce cas, on va venir utiliser notre fonction qui provient du paquet math. Alors il faut que on importe la fonction. Et ici, on va pouvoir passer les dimensions. Alors on a besoin d'une longueur et d'une largeur. Et on aura les dimensions sous la forme d'une liste. On va pouvoir récupérer la longueur à l'index 0 et la largeur à l'index 1. Autrement, si la forme est un carré, on peut utiliser notre deuxième fonction. Cette fois-ci, on n'a besoin que d'un seul argument. Alors on va aller chercher la longueur à l'index 0. Et ensuite, on va pouvoir afficher le résultat. Et donc maintenant, il va nous falloir récupérer les arguments à l'exécution du script. Alors d'ailleurs, dans ce cas, ça fait sens d'exécuter directement le script avec les arguments. Donc on peut utiliser notre fameuse condition que l'on avait vue tout à l'heure pour s'assurer que on exécute bien directement le script. Effectivement, ça fait sens de passer des arguments uniquement dans le cas où on exécute directement le script. Donc on vient vérifier que name équivaut à main. Et ensuite, on va pouvoir créer un parseur pour rajouter des arguments. Alors ici, on peut fournir une description qui va nous servir notamment lorsque l'utilisateur va rechercher de l'aide pour l'utilisation des arguments. L'utilisateur va pouvoir rechercher de l'aide en utilisant l'argument help. Et donc ici, on va venir fournir une description. Calcule la surface d'une forme en fonction de ses dimensions. Ensuite, on va pouvoir rajouter des arguments. On va en avoir un premier qui va correspondre à la forme. Alors on va avoir deux libellés pour cet argument, soit la forme raccourcie avec "-s", ou bien la forme longue avec deux tirets, et ensuite shape, qui est le nom de notre argument. Ensuite, on va pouvoir faire en sorte que notre argument soit obligatoire. Et dans le cas de ce premier argument, en réalité, on va avoir deux choix possibles, soit rectangle, soit carré. Alors ici, on peut venir spécifier les choix carré ou rectangle, et comme ça l'utilisateur ne pourra renseigner que ces deux valeurs. Alors ensuite, on peut avoir également des métadonnées qui vont servir à nouveau lorsque l'utilisateur va rechercher de l'aide avec l'argument help. Ici, on peut mettre le nom de notre argument en français et on va également rajouter un message d'aide pour l'utilisateur. Forme de la surface et on va lui indiquer qu'il peut choisir soit carré ou rectangle. Ensuite, on va pouvoir rajouter le deuxième argument pour les dimensions.
À nouveau, on va avoir la forme raccourcie et la forme longue. Comme précédemment, ça va être un argument obligatoire. Et dans ce cas, puisque on va calculer les dimensions avec nos fonctions, il faut que les valeurs soient des nombres. Donc ici, on peut rajouter un type et on va mettre des nombres à virgule. Et comme ça, Python va récupérer l'argument et il va le convertir en un nombre à virgule. Alors, dans le cas du deuxième argument, on a vu également que on allait pouvoir passer plusieurs valeurs, notamment pour calculer la surface du rectangle. On a deux dimensions. Et donc, pour pouvoir passer plusieurs valeurs, ici, on va rajouter une propriété. Et ce que ça va faire, c'est que ça va récupérer les différentes valeurs, s'il y en a plusieurs, et ça va les mettre dans une liste. Comme ça, on va bien se retrouver avec des dimensions qui seront une liste de nombres, et ensuite on pourra les exploiter ici, dans notre fonction. Comme précédemment, on va rajouter des métadonnées et un message d'aide. Ici, on peut spécifier une valeur, ou plutôt un nombre, pour le carré, deux nombres pour le rectangle. Comme ça, on a réussi à ajouter des arguments qu'on va pouvoir les récupérer lorsque l'utilisateur va exécuter le script. Pour ça, on a une fonction parse args. Et ici, dans un premier temps, on pourrait déjà se contenter d'afficher les arguments. Alors, on va essayer d'exécuter notre script et on va essayer de l'exécuter sans les arguments. Normalement, on devrait avoir une erreur puisque les arguments sont obligatoires. Effectivement, Python nous explique que on doit utiliser deux arguments. Alors, si on ne sait pas comment fonctionnent ces arguments, comme je le disais tout à l'heure, on peut utiliser l'argument help qui va nous fournir des indications. Et ici, on retrouve nos métadonnées, à savoir la description, on retrouve le nom que l'on a donné pour nos arguments et les messages d'aide. Alors maintenant que l'on sait un peu mieux comment fonctionnent nos arguments, eh bien on pourrait faire un essai avec le carré. On exécute le script et voilà ce que l'on obtient. Effectivement, au niveau du deuxième argument, la valeur est bien dans une liste. Comme ça, on va pouvoir passer plusieurs valeurs pour cet argument. Alors maintenant que tout fonctionne correctement, on peut utiliser notre fonction. Et ici, on va venir récupérer la forme qui a été passée par l'utilisateur et les dimensions. On exécute à nouveau le script et on a bien notre surface qui a été calculée. Alors on pourrait faire un essai avec le rectangle. Et ici, on vient spécifier deux valeurs pour ce deuxième argument. Et on obtient à nouveau la surface. Tout fonctionne. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo qui aura été un peu longue sur les modules, les paquets et la librairie standard. Alors j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour la suite de la série sur Python.